Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au chapitre 5 qui devrait mettre un terme à la période Gorbatchev. Alors, compte tenu que j'ai voulu approfondir différents aspects de cette période, en particulier, donc, j'ai étudié la désatellisation en Europe de l'Est. J'ai étudié aussi les révoltes dans les différentes républiques. Alors qu'au début, j'avais commencé par, bien entendu, l'arrivée de Gorbatchev, sa prise de pouvoir. Donc, tout ceci, toutes ces, tous ces cours se sont dispersés un petit peu durant 2 années et il me paraît utile aujourd'hui de reprendre une partie de ce que j'avais dit pour pouvoir justement attaquer la période essentielle de Gorbatchev à partir de 1988 en ayant en mémoire des faits importants, mais dont j'ai parlé il y a déjà pas mal de temps. Donc, une grande partie de ce cours, ce sera une reprise de ce que j'ai pu dire durant ces 2 dernières années. Et je mettrai donc rappel pour donc c'était en novembre 2021. Alors première partie bref rappel sur l'accession de Gorbatchev au pouvoir. Vous souvenez sans doute j'ai euh, rappelé que Gorbatchev était originaire de la région du Caucase, pas très loin de la grosse ville de Stavropol, qu'il était fils de paysans, de kolkhozien, son père était spécialiste des machines agricoles, donc il allait au moment des travaux à droite, à gauche, pour aider les paysans à faire leur travail. Gorbatchev fait ses études à l'école primaire, bonnes, hein, ses maîtres le trouvent plutôt éveillé, et finalement, donc, quand il a terminé sa scolarité primaire, il est reconnu apte à faire des études longues et il est envoyé à l'université Lomonosov de Moscou pour faire des études de droit. Dès qu'il a terminé, sans problème majeur, c'est un bon étudiant, le parti lui propose d'entrer dans l'administration du parti, ce qu'on va appeler plus tard les apparatchiks, et de s'occuper plus spécialement des jeunesses communistes. Il accepte et s'investit avec plaisir. Puis, on l'envoie, sa demande sans doute, dans sa région natale, à Stavropol, où il est très vite remarqué et dès 1966, le voilà premier secrétaire du Parti communiste pour la ville de Stavropol et il va ensuite monter les différents degrés rapidement. Euh, 3 ans après, il est premier secrétaire du Parti communiste, mais de toute la région de Stavropol, et pas simplement de la ville. Et en 1971, il est même élu au comité central du Parti communiste de l'URSS. Donc, désormais, il se rendra dans la capitale pour siéger au comité central. Il n'arrêtera pas là sa progression. 7 ans plus tard, il est élu au secrétariat général, structure essentielle du pouvoir en Union soviétique. Je rappelle ici, comme les principaux organes du Parti communiste, donc le congrès du Parti communiste élit un comité central, dont Gorbatchev est membre depuis 1971, je l'ai dit, et ce comité central
à un exécutif, double exécutif, si je peux dire, le secrétariat général, qui dirige véritablement, avec à la tête le premier secrétaire général, qui est le grand patron de la Russie, et notre organe extrêmement important, le bureau politique. Alors après avoir été élu au secrétariat général en 78, 2 ans plus tard, il rentre au bureau politique, donc il n'y a pas besoin d'être un savant kremlinologue pour dire que cet homme, dès 80, sera appelé à de très très hautes fonctions. Quand on appartient à la fois au secrétariat général et au bureau politique, c'est que on a l'avenir devant soi. Effectivement, non sans péripéties, cependant, il sera élu premier secrétaire général en 1985. Il est jeune, il est né en 31, donc c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Et évidemment, tout le monde remarque cette relative jeunesse, puisque avant lui, on a eu des secrétaires généraux très âgés, malades, comme Brezhnev, comme Andropov ou comme Tchernenko. Alors, immédiatement, il se fait connaître et apprécier d'une manière générale par un style dont on n'avait absolument pas l'habitude et qu'on va appeler la glasnost, c'est-à-dire en russe la transparence. En effet, ses premiers mots, c'est pour dire désormais, nous dirons tout, nous ne cacherons plus, comme nous avions l'habitude de le faire au sein du parti. S'il y a une catastrophe, nous en parlerons. S'il y a des événements malheureux de toutes sortes ou des erreurs politiques, nous en parlerons aussi. Donc, le maître mot, quand il arrive, c'est transparence, transparence, glasnost. Et ça se traduit aussitôt, cette volonté de transparence, par la prise par Gorbatchev et son équipe de plusieurs journaux, dont 2, Ogoniok, petite flamme, ça veut dire en haut à gauche, et les Nouvelles de Moscou. Alors bien sûr, toute la presse appartient au parti, mais ces 2 hebdomadaires, Ogoniok et les Nouvelles de Moscou, sont confisqués par les Gorbatcheviens pour, comment dirais-je, promouvoir leur politique, leurs idées. Et très vite, cette presse qui ne dit pas tout, mais qui dit beaucoup plus de choses que ne disait la presse du parti jusque-là, eh bien cette presse est immédiatement remarquée, notamment dans les milieux intellectuels. Donc ceci, c'était un simple rappel de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, mais je l'avais traité beaucoup plus profondément. Là, je ne fais que résumer. Ensuite, j'ai essayé de décrire le projet gorbatchevien. Je dis bien le projet, c'est-à-dire les idées qu'avait Gorbatchev à son arrivée au pouvoir. Parce que ce qui va survenir, notamment à partir de 88-89, ce sera certainement pas ce qu'il voulait véritablement faire. Quand il partira, il n'y aura plus de parti communiste, l'URSS aura éclaté, et c'était certainement pas le projet de Gorbatchev. Alors, que voulait-il faire? Eh bien, donc, on prend un second mot magique, si vous voulez, outre glasnost, le mot perestroïka, qu'on traduit souvent par restructuration. Alors, il veut commencer d'abord par l'économie, puisque il est bien placé pour savoir que l'économie soviétique fonctionne très mal depuis des décennies, quasiment depuis l'arrivée des bolcheviks. Alors, cette volonté de réformer l'économie, il l'a traduit par 4 réformes. D'abord, évidemment, s'il veut se rapprocher de la population, eh bien, il faut résoudre le plus vite possible
la question de l'alimentation. En effet, les queues dans les magasins sont de plus en plus longues, les magasins sont mal achalandés, donc la population a pris évidemment l'habitude, bon, grâce à des canaux souterrains, ce qu'on appelle parfois en France le marché noir, la population arrive à subsister, mais enfin c'est un problème majeur. Donc il pense, Gorbatchev, qu'il faut regrouper tous les moyens euh, visant, aboutissant, si vous voulez, à la production alimentaire. Donc, il décide de regrouper le ministère de l'Agriculture, les ministères qui s'occupaient des industries alimentaires, le ministère du Commerce, regrouper tout cela dans un super ministère de l'industrie alimentaire, en russe, qu'on appellera le Gozagroprom. Donc, c'est la première mesure. Deuxième mesure, il pense que les entreprises sont corsetées, qu'elles n'ont aucune possibilité d'initiative, que tout est contrôlé par le parti et même par Moscou. Il s'est aperçu, notamment quand il était responsable à Stavropol, que rien ne pouvait être fait sans l'aval des bureaux de Moscou. Donc il veut redonner ou donner de l'autonomie aux entreprises, ce qui veut dire que désormais, toutes les entreprises pourront signer un contrat avec l'État et elles pourront même, entre elles, signer des contrats. Alors, ces contrats vont permettre aux entreprises euh, faisant des bénéfices, eh bien, d'utiliser ces bénéfices soit pour investir dans l'entreprise, soit pour augmenter les salaires ou embaucher. Donc, pour la première fois, les directions d'entreprise auront cette double initiative de l'investissement et des salaires. Autre mesure, c'est le développement de sphères d'initiative privée. Vous le savez, depuis donc la révolution bolchevique, depuis 1917, il n'y avait aucune sphère privée dans les pays communistes et notamment à URSS. Tout dépendait de l'État, de coopératives, mais ça revenait à peu près au même. Eh bien, Gorbatchev autorise désormais l'exercice à titre privé d'une trentaine d'activités artisanales. Alors on pourra désormais vendre du pain, s'improviser maçon, etc. Alors ce ne sera pas tout à fait, si vous voulez, une initiative privée, puisqu'il faudra quand même avoir l'étiquette de coopérative. Mais ça reviendra à cela. Donc c'est une grande nouveauté que la possibilité désormais pour les citoyens d'ouvrir des activités artisanales quasiment privées. L'État pourra également louer des terres, alors pour une durée limitée, au départ 50 ans, à des familles qui travailleront la terre et pourront disposer de toute la production. Alors là aussi, c'est une nouveauté complète, puisque toute la propriété paysanne avait été remise, vous le savez, à l'État et était travaillée soit dans des kolkhozes, soit dans des sovkhozes. Désormais, il y a donc des propriétés, alors ce pas des propriétés, c'est des fermes, puisque c'est en location. Mais 50 ans, on voit très bien que peut-être on va autoriser la transmission aux héritiers. Donc, c'est quasiment une reprivatisation des terres qui est autorisée. Donc, on peut imaginer, comme je l'ai fait sur ce schéma, euh, euh, à côté du kolkhoz, dans le kolkhoz, eh bien, des kolkhoziens, des paysans, ayant une maison, un cheptel à eux, un lopin de plus en plus grand et vendant au kolkhoz une partie de la production. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Et enfin, dernière mesure,
sur le plan économique, c'est que désormais, on va permettre à des entreprises soviétiques de s'allier à des entreprises étrangères. Alors, on donne désormais aux entreprises soviétiques la possibilité de, donc, de peser sur la direction, bien sûr, de l'entreprise et de s'entendre avec un investisseur étranger. Cet investisseur étranger aura évidemment des droits, des possibilités, et ça permettra de créer une entreprise beaucoup plus dynamique, une entreprise mixte, comme on dira en Chine, dans la Chine de Deng Xiaoping. Alors, je l'ai dit, bien sûr, puisque tout ceci, ce n'est qu'un rappel, ces mesures vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre en place. Et même on peut dire que ça va être quasiment un ratage. Alors pourquoi? Parce que la classe politique n'y croit pas, notamment la nomenclatura, c'est-à-dire la, la, la direction, les cadres du parti. Ils pensent que Gorbatchev se, se, se trompe, hein, qu'il est trop inspiré par le capitalisme, et donc rien ne sera fait pour appuyer véritablement ces mesures par la classe du parti. Gorbatchev lui-même, et on le comprend parce que c'est pas une chose facile de passer comme ça d'une économie totalement collectivisée à une économie semi-collectivisée. Donc, il hésite sans arrêt entre ouvrir au marché, par exemple pour les prix, déclarer les prix se feront comme un peu dans les pays capitalistes selon la demande et tout, ou continuer à planifier. Donc, hésitation entre continuer à imposer un plan strict ou prendre les lois du marché. Hésitation aussi entre centralisation et décentralisation. Bon, il avait vu tous les méfaits d'une centralisation en outrance, mais en même temps, ça faisait peur de décentraliser, parce qu'on perdait à Moscou, évidemment, et le parti perdait tout pouvoir sur, pas tout pouvoir, mais du pouvoir sur les entreprises dispersées en province. La population, elle ne se rue pas sur les possibilités qu'on lui donne, contrairement à ce qui va se passer en Chine, où dès que Deng Xiaoping va permettre une reprivatisation des campagnes, les Chinois vont vraiment accepter très vite cette reprivatisation. C'est pas le cas. Alors, en Union soviétique, la révolution date déjà de 1917, alors qu'en Chine, c'est 1949. Donc, il y a toute une habitude et la population n'ose pas se lancer dans ces nouveautés. Donc, ceci, c'était un rappel rapide de la perestroïka économique. Sur le plan alors politique, il a aussi, Gorbatchev, dans sa besace, beaucoup d'idées réformistes. Bon, d'abord, il commence, ça, c'est pas nouveau. Tous les secrétaires généraux qui arrivaient au pouvoir l'ont fait. Il s'agit de renouveler les dirigeants. Mais avec Gorbatchev, le renouvellement est vraiment massif et le rajeunissement assez impressionnant. Alors, au bureau politique, par exemple, on fait partir les vieilles barbes, Romanov, Tikhonov, Grishine, Aliev, Gromyko. Tous ces gens-là sont priés donc de sortir du bureau politique. Par contre, on fait rentrer des nouveaux qui paraissent, sur le plan notamment de l'économie, comme Richkov, par exemple, beaucoup plus à même de moderniser l'économie et la vie politique russe. Donc, Shevardnadze, dont on reparlera, qui va devenir ministre des Affaires étrangères, Richkov, Premier ministre, Yakovlev, Medvedev. Bon. Donc, le bureau politique est renouvelé, le comité central, 85% de renouvellement,
Et enfin, à la base, dans les régions, c'est un rajeunissement systématique des cadres. Donc, il y a cette première mesure. Mais la mesure essentielle qui définit la perestroïka gorbatchevienne, c'est la tentative de rééquilibrer les pouvoirs entre le parti, l'État et la société. Alors, je vous rappelle, je l'ai déjà dit mille fois, hein, schématiquement, comment on peut analyser les pouvoirs en Union soviétique. Eh bien, il y a un seul pouvoir, le parti, qui domine l'État et qui domine la société. Donc, c'est clair et net et simple. Bon. Gorbatchev envisage parce qu'il comprend très bien que le parti ne peut plus être la seule force à diriger le pays, qu'il s'est sclérosé et qu'il faut donc s'y prendre autrement. Donc, il propose de dégraisser le parti de toutes les tâches de gestion. Le parti restera un organe de proposition, il veillera à l'application, mais la gestion elle-même, eh bien, il propose de la transférer à l'État. Donc l'État va devenir plus important. Donc vous aviez des tas de départements au sein du parti qui correspondaient à peu près à tous les ministères. Département de l'éducation, département de l'industrie, tous ces départements du parti sont versés, si je peux dire, dans les ministères d'État. Donc l'État devient beaucoup plus fort. La société ne va plus, parce que jusqu'à présent, le rôle de la société, c'était de d'élire les candidats présentés par le Parti communiste. Donc le rôle de la société était limité. Et Gorbatchev va tenter de créer d'autres possibilités pour la société, c'est-à-dire de participer directement aux élections pour les organes d'État. Alors, jusque-là, donc j'ai mis en rouge les organes du Parti communiste, on en a parlé souvent, comité central, politburo, secrétaire général, et en bleu, les organes d'État. Donc, vous le savez, il y avait un parlement qui était le Soviet suprême, 1500 personnes, composé de deux chambres, le Soviet de l'Union et le Soviet des nationalités, et l'ensemble, le Soviet suprême, élisait un conseil des ministres et un présidium du Soviet suprême, c'est-à-dire un organe collectif dirigeant le Soviet suprême. Gorbatchev introduit un nouveau corps, le Congrès des députés du peuple. Il fait voter une loi le 1er juillet 1988. Ce Congrès des députés du peuple se compose de 2250 députés élus pour 5 ans. Hein, et ces députés sont élus de deux manières. Les organes communistes, le comité central, élit 750 de ces 2250 députés en rouge, mais la société, c'est ça la nouveauté, peut désormais élire 1500 candidats, notamment il suffit à 500 électeurs de se réunir autour d'un candidat pour élire ce candidat. Autrement dit, le Parti communiste n'a plus le monopole de la présentation des candidats au Parlement. C'est quelque chose de très important. Donc ce congrès des députés du peuple élit tous les 5 ans, tous les ans, pardon, un cinquième du Soviet suprême, qui a été dégraissé aussi de moitié, de 1500, il est passé à 542, et les deux chambres sont tombées à 271. Voilà. Donc, phénomène nouveau. Ensuite, on passe à la perestroïka diplomatique, car sur le plan international, sur le plan des relations internationales, Gorbatchev a aussi beaucoup d'idées, mais il obéit surtout à la nécessité. La nécessité, c'est que pour suivre la course aux armements lancée par les Américains,
c'est devenu impossible pour l'Union soviétique et il faut donc faire quelque chose pour réduire le coût justement de la course aux armements. Deuxième nécessité, bon, si on veut moderniser le pays, il faut des crédits et l'Union soviétique sera obligée d'emprunter à l'Occident. Donc, si on veut continuer, alors, pardonnez-moi, je vois que j'ai mis pour continuer à assurer la continuation, c'est pas très bon, hein, bon, et je le vois maintenant. Donc, pour continuer à assurer l'approvisionnement en céréales, pour moderniser l'économie, notamment pour tout ce qui concerne l'informatique, eh bien, Gorbatchev se sent obligé de changer du tout au tout la politique internationale. Alors, la politique internationale, vous savez, on l'a résumée en disant que c'était la guerre froide, avec tout de même une période de détente, mais c'était quand même ça, le dénominateur commun depuis 1947. Alors, Gorbatchev prêche un. Il dit c'est absurde que les États-Unis et l'Union soviétique consacrent des milliards et des milliards à s'armer. Essayons de faire quelque chose. Il dit les rapports internationaux, hein, notamment entre les deux grands, comme on dit, sont marqués par des tensions épouvantables. Ce n'est pas obligé. On peut s'entendre. Par exemple, il dit, certes, nous avons deux idéologies très différentes, le marxisme, le libéralisme, pour les Américains et les Occidentaux. Bon, il n'est pas question de changer d'idéologie, mais il faut regarder si, parallèlement à ces idéologies qui nous séparent, s'il n'y a pas des points qui nous rapprochent. Alors, qu'est-ce qui nous rapproche? Eh bien, il y a, par exemple, le sous-développement, l'écologie, le désarmement. Bon, tout cela, ce sont des problèmes auxquels nous pouvons nous consacrer, et les États-Unis et la Russie, et ensemble. Donc, désormais, dit Gorbatchev, il faut que nos rapports internationaux soient désidéologisés. L'idéologie, certes, existe, mais on peut, tout en tenant compte, mais sans en faire le cœur de tous les rapports. On peut trouver d'autres terrains d'entente. Et bon, alors, comme il sait qu'on va dire, bon, tout ça, ce sont de belles paroles de quelqu'un qui arrive au pouvoir, mais on voudrait voir les actes. Et il répond, je vais vous donner des actes, des gages concrets de ma bonne foi. Alors, ça commence par exemple dans les journaux de Gorbatchev, cette presse hein, de la transparence, eh bien, titre des choses extraordinaires. L'exécution d'Imre Nagy, c'était nous, c'est-à-dire c'est nous qui avons exécuté ce communiste hongrois donc en 1900, après la révolte hongroise de 56. Katyn, c'est-à-dire l'extermination de milliers d'officiers polonais, alors qu'on disait toujours que c'était les Allemands. Non, c'est nous, c'est Staline. Le pacte avec l'Allemagne nazie, notamment les accords secrets avec Ribbentrop, Staline, c'était nous aussi. Donc, ça frappe. Jamais, jamais on avait entendu pareille parole. Les troupes soviétiques d'Afghanistan, qui étaient donc Brejnev, c'était une des dernières erreurs majeures de Brejnev. Brejnev avait donc envoyé les troupes en Afghanistan en mai 88. Eh bien, Gorbatchev dit, je vais les rapatrier. Nous n'avons plus rien à faire en Afghanistan. Et effectivement, le 15 février 89, c'est le début du rapatriement des troupes soviétiques d'Afghanistan. La guerre Iran-Irak, à laquelle participait indirectement l'URSS, eh bien, désormais, nous allons cesser la vente d'armes, etc. Et la guerre, effectivement, va cesser. Le conflit namibien en Afrique, même chose. Nous allons discuter avec les États-Unis pour désarmer tout notre arsenal nucléaire.
rencontres à Genève en 85, à Reykjavik, à Washington, tout ça, j'en ai parlé, hein, c'est pour ça que je vais vite. Hein. Et le 8 décembre 87, le premier accord sur le démantèlement des missiles nucléaires à moyenne portée. Tout ça est considérable. 88, pareil, destruction s'engage à détruire des missiles. Bon. Et enfin, comme autre gage, c'est que l'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Allemagne de l'Est, se révolte à partir de 88-89, eh bien, Gorbatchev l'accepte, n'envoie pas les chars comme en 56 en Hongrie ou en 68 en Tchécoslovaquie. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler le projet gorbatchevien. Mais très vite, évidemment, il y a eu des entraves à ce projet. J'en ai déjà cité quelques-unes de ces entraves pour l'économie. Alors, j'en ai parlé, c'est pour ça que je me rappelle. La première entrave, c'est que dans les républiques de l'URSS, la contestation a commencé à monter. Donc, j'ai parlé longuement de ce qui se passe à partir de 86-87 en Asie centrale, au Kazakhstan, l'émeute d'Alma-Ata, à la suite tout simplement d'un remplacement d'un indigène, d'un Kazakh, par un Russe à la tête du Parti communiste du Kazakhstan. Donc, aussitôt des émeutes, et puis d'autres émeutes, cette fois-ci xénophobes contre les étrangers, au Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et au Turkménistan. Euh, Également, contestation dans le Caucase, avec un conflit qui dure toujours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos d'un territoire, le Haut-Karabakh, qui a été enclavé par Staline, qui est formé essentiellement d'Arméniens, mais qui a été inclus dans la République d'Azerbaïdjan. D'où un conflit, des manifestations, un pogrom épouvantable en 1988 près de Bakou. Également dans le Caucase, en Géorgie, les révoltes des minorités abkhazes et ossètes, des manifestations aussi de nationalistes géorgiens qui ressemblent beaucoup à celles qui ont lieu ces temps-ci, là au moment où j'enregistre, à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, en avril 89. Également en Ukraine, donc j'en ai parlé aussi longuement compte tenu de l'actualité de ce pays. Donc j'ai rappelé le réveil de la conscience nationale, surtout après le désastre. Vous voyez mon chat qui passe, en tout cas la queue de mon chat. Et donc le réveil de la conscience nationale après le désastre de Tchernobyl. Plus tard, la grève des mineurs du Donbass, dont je reparlerai, la formation d'un front populaire, le RUK, donc en Ukraine aussi, contestation. Et enfin, j'ai longuement parlé des contestations dans les pays baltes, hein, contestations au départ surtout de nature écologique et mémorielle, et ensuite qui va devenir politique à partir de 1988 avec une structuration, la création de fronts populaires, le plus important, le plus connu étant en Lituanie, Sąjūdis. Donc, contestation dans les républiques et, je le rappelle aussi, j'en ai parlé longuement, la désagrégation de ce qu'on appelait l'Empire est-européen, c'est-à-dire les 6 démocraties populaires, Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, que Staline dont Staline s'était emparé après la Seconde Guerre mondiale et qu'il avait transformé en démocratie populaire, c'est-à-dire en pays satellite, pardonnez-moi. Et donc, à partir de 86, 87 et surtout 89, ces 6 pays que j'ai mis ici sur le schéma en marge, eh bien, contestent la domination de Moscou et vont se détacher durant l'année 89 de l'Empire soviétique. Donc, vous voyez que pour Gorbatchev,
si l'on additionne la contestation dans la République, la perte de l'Empire est-européen, les choses vont très mal. Oui, j'avais repris ici, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. Alors, dans la population russe, je commence véritablement le cours, puisque ça, je ne l'ai pas traité. Quelle est l'opinion russe? Comment réagit-elle là, à partir de 88, 89, quand donc toute cette tension à l'intérieur de la Russie, à l'extérieur, monte de plus en plus contre Gorbatchev? Eh bien, il y a une... Ah, je dérange mon chat, il n'est pas content. Il y a donc les effets cumulés, si on peut dire, des échecs de la politique de Gorbatchev, des premiers échecs, et également d'impulsions données par Gorbatchev qui n'ont pas reçu l'aval de la population. Donc, tout ceci font que la population a le sentiment que les conditions de vie sont en train de se dégrader, qu'elles n'ont jamais été aussi dégradées que là, depuis que Gorbatchev est arrivé. Bref, qu'il faisait meilleur vivre à l'époque de Staline. Et un chercheur a étudié dans cet hebdomadaire Ogoniok, un hebdomadaire pro-Gorbatchev. Donc le chercheur a étudié tout le courrier arrivé à l'hebdomadaire entre 87 et 89. Arrivé, publié et non publié aussi, puisqu'on a les archives. Et qu'est-ce qu'il dit, ce courrier, sur l'opinion soviétique? Eh bien, les lettres adressées dressent un tableau absolument accablant de la situation. Donc, outre certains lecteurs, je l'ai dit il y a un instant, qui affirment que la vie est plus dure aujourd'hui sous Gorbatchev que sous Staline, ils insistent que en ces temps-là, c'est-à-dire à l'époque de Staline, de Brejnev, les magasins étaient garnis, ce qui est faux, que peut-être il était un peu mieux garni à certaines époques, mais qu'on ne risquait pas d'être attaqué dans les rues par des hooligans, ce qui est vrai. Bref, que l'ordre régnait. Euh, et alors, ce qui fait le plus comment dirais-je, qui agite le plus l'opinion, c'est la production agricole et notamment la dégradation absolument catastrophique de l'approvisionnement en denrées alimentaires. On peut parler d'un écroulement du marché de la consommation. Euh, on se plaint de la pénurie, de la mauvaise qualité des produits, du manque de choix de ces produits, des énormes différences qu'il y a dans l'approvisionnement des régions. Et ces différences, c'est une source de véritable guerre économique entre les différentes républiques, parce que certaines sont beaucoup mieux achalandées que d'autres. Alors ceci, c'est pour les biens de consommation, donc l'approvisionnement en denrées alimentaires qui est vraiment très mauvais, mais même pour l'approvisionnement des denrées non alimentaires, les déficiences ne sont pas moindres, surtout les biens de consommation alimentaire ou non alimentaires. Pourquoi? Eh bien parce que les entreprises sont désorganisées. Certaines n'appliquent pas les nouvelles possibilités données par les lois de Gorbatchev, c'est-à-dire contrat avec l'État, contrat avec les entreprises étrangères. D'autres commencent à les appliquer, mais mal. Donc tout ceci désorganise les entreprises. D'autre part, ces entreprises sont la plupart du temps dotées d'un équipement ancien, archaïque, qu'on n'a pas renouvelé parce que Brejnev a mis tout son argent dans le matériel militaire. Il y a aussi beaucoup de difficultés d'approvisionnement.
surtout pour les produits, disons, très sophistiqués, les puces électroniques, etc. Et on peut dire que à l'époque de Gorbatchev, depuis 88, il est devenu problématique d'acquérir un poste de télévision, une machine à laver, un aspirateur. Bon, c'est Khrouchtchev qui avait commencé à lancer tous ces produits. Donc, peu à peu, ça s'était diffusé. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à l'époque de Gorbatchev, tout s'est ralenti. On manque de ces produits qui sont devenus évidemment des produits de grosse consommation. J'ai mis également les automobiles, c'est pareil. On produit à l'époque de Gorbatchev 1,3 million automobiles par an, alors que selon les normes occidentales, il en faudrait 10 millions. 1,3 million au lieu de 10 millions. Donc, si on veut acheter une voiture en Russie à l'époque de Gorbatchev, admettons qu'on ait l'argent, hein, mais il faut attendre des années, il faut être sur une liste. Donc, tout ceci démontre un écroulement sans précédent de la consommation qui exaspère la population et qui va l'adresser contre la perestroïka, contre Gorbatchev. Euh, et à ces effets, donc, j'ai voulu commencer par la consommation parce que c'est ce qui frappe le plus, évidemment, le citoyen, quel que soit le pays. Mais à ces difficultés d'approvisionnement s'ajoutent aussi des effets de plusieurs catastrophes. Euh, on trouve un mot dans les années 88-89 dans certains journaux occidentaux et soviétiques, c'est le mot apocalypse. Les Russes ont l'impression de vivre l'apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps. Alors, cette impression est très grossie, certes, par la glasnost, parce que jusque-là, les difficultés, on ne les connaissait pas. Hein. Mais maintenant, on les connaît mieux. Alors, ces catastrophes, j'en ai parlé, c'est Tchernobyl, c'est-à-dire tous les effets humains, matériels, psychologiques de cette catastrophe qui est survenue donc le 26 avril 1986. Effet du tremblement de terre en Arménie, le 7 décembre 88, 20 000 à 30 000 morts. Les troubles interethniques dont j'ai parlé déjà plusieurs fois en Asie centrale et au Caucase. Donc, on a vraiment le sentiment, encore une fois, d'une fin du monde. Tout s'accumule. Alors, jusque-là, il y avait toujours eu un peu de grogne, mais maintenant, c'est la colère. C'est le sauf qui peut. Euh, et pour retrouver un contexte un peu comparable, un peu, je dis bien, hein, certains historiens nous ramènent à la Révolution française. Vous savez sans doute que à la veille de la Révolution, enfin à partir du mois de juillet, donc on est déjà au début de la Révolution, se produit un phénomène qu'on a très bien étudié, notamment un grand historien, Georges Lefebvre, la grande peur. C'est-à-dire qu'en France, il y a, compte tenu de la situation qui est très inquiétante, de la situation alimentaire aussi, qui est catastrophique, des bruits circulent, des brigands qui viennent, tout ça. Donc, les gens, il y a des bandes qui parcourent les campagnes et c'est ce qu'on appelle le phénomène de grande peur. Eh bien, en Russie, en juillet 89, on a un peu cette impression. Il y a des foyers qui s'allument un peu partout et on a le sentiment qu'on n'a jamais connu vraiment des catastrophes de ce type. Sous Brejnev, dit-on, eh bien, c'était mieux. La censure, d'ailleurs, interdisait ce genre de révélation. L'appareil de répression était tel que on ne pouvait pas exprimer le mécontentement. Eh bien, désormais, avec Gorbatchev, sa politique de transparence, eh bien, on sait tout, et notamment l'état catastrophique. On se rend compte de l'état catastrophique de
du pays. Alors, ce qui exaspère aussi, c'est que Gorbatchev, pour répondre à ce mécontentement croissant, il répond toujours, mais ça va s'arranger. Alors, vous n'avez pas, tout n'est pas solutionné, mais on on s'en occupe, patientez, tout ça. Mais on se rend bien compte que les choses, non seulement ne s'améliorent pas, mais elles deviennent encore plus aiguës. Je parle des difficultés. Et c'est dans ce contexte qu'une partie de la société civile va, pour la première fois, se manifester en Russie. Alors, je vous rappelle, je l'ai déjà fait, mais j'aime bien que ça soit dans les esprits, quand pour bien comprendre ce qui se passe. Sous Staline, il y avait donc essentiellement une société officielle, le parti, dans les mains de Staline. La société civile, on ne savait pas ce que c'était, elle était totalement étouffée, elle ne pouvait pas s'exprimer compte tenu de la terreur. Bon. Sous ses successeurs, par exemple Brejnev, il y a, on le sent désormais, une société civile. Elle n'est pas reconnue par le Parti communiste, elle est cachée, mais elle existe. Mais on la tolère. Elle se manifeste sous la forme, mettons, de samizdat, c'est-à-dire de bulletins clandestins, de petits groupes, bon, on la tolère. Qu'est-ce qui se passe de nouveau sous Gorbatchev? Eh bien, sous Gorbatchev, on va encourager cette société civile parce que la grande idée de Gorbatchev, c'est de dire il ne faut pas laisser le Parti communiste seul à faire des propositions, à gérer. Tous les citoyens doivent participer. Donc, il encourage la société civile à se manifester. Seulement, euh, elle va se manifester, lui pense qu'elle se manifestera en faveur de la perestroïka et de la glasnost, puisque c'est la perestroïka et la glasnost, c'est lui, Gorbatchev, qui a ouvert la boîte à Pandore, c'est-à-dire qui lui a donné l'autorisation. Mais ça, tout ne se passe pas comme ça. Alors, il y a deux groupes dans la société civile qui vont, comment dirais-je, suivre Gorbatchev et participer, si vous voulez, à participer à la situation, à la transformation du pays. Alors d'abord, les intellectuels. Alors, Gorbatchev va jouer le jeu euh, un peu de favoriser les intellectuels. Euh, Jusque-là, l'intelligentsia était marginalisée ou déconsidérée, notamment par les régimes précédents. Eh bien, Gorbatchev va, par exemple, rappeler Sakharov dès décembre 86. Sakharov, c'était donc ce grand intellectuel, ce grand physicien, prix Nobel, qui avait été exilé par Brejnev à Gorky. Eh bien, Gorbatchev le rappelle, c'est symbolique. Et donc, Gorbatchev dit aux intellectuels, un peu comme Mao l'avait fait en 57, de participer. Alors, dans un premier temps, il y a pas mal d'intellectuels qui reconnaissent les bienfaits de la glasnost, qui sont donc qui servent Gorbatchev. Mais ça dure pas longtemps. Hein. Très vite, les intellectuels vont marquer leur distance par rapport à Gorbatchev. Alors, on va les retrouver notamment dans des groupes qui se forment, un peu comme j'avais dit dans les pays baltes, autour donc du patrimoine et de l'environnement. Ce ne sont pas des groupes politiques au départ, ce sont des groupes qui veulent défendre l'environnement, défendre le patrimoine. Et dès 1986, par exemple, l'un de ces groupes obtient l'abandon du projet de détournement des fleuves sibériens. Donc c'est un succès pour l'écologie. À compter de 87, on compte environ 50 000 à 70 000 participants dans ces groupes. À partir de 88 et surtout 89, on assiste
à la prolifération des groupes. Il y en avait 30 000 en 88, il y en a 60 000 groupes en 89. Et puis, on assiste surtout, à partir de 89, à la politisation. Il y a des meetings, il y a des manifestations. Alors, en théorie, tous les partis sont interdits à URSS. Il n'y a que le Parti communiste. Mais nous sommes à une époque où Gorbatchev n'a plus tout à fait la maîtrise des choses. Donc, ces groupes officiellement de défense du patrimoine et de l'environnement deviennent des groupes politiques. Et ils ont surtout comme support une presse, là aussi officiellement clandestine, mais qui désormais circule vraiment de manière ouverte. Et cette presse samizdat, tolérée, même si elle n'est pas reconnue légalement, enregistre une croissance parallèle à celle des mouvements. En 1987, vous aviez à peine 10 à 20 titres de ces journaux. À l'automne 89, 548. Donc, malgré une certaine répression, on interpelle, on confisque, même si ces journaux clandestins ou pseudo-clandestins tirent de manière limitée, il est certain que cette presse parallèle rompt le monopole qui est exercé par la presse du parti. Désormais, à partir de 88-89, en Russie, il n'y a pas qu'une information. Il y a cette information, donc, produite par les intellectuels. Second groupe de la société civile à se manifester, ce sont les ouvriers. Et là, on peut s'en étonner. On peut s'en étonner, oui et non. Vous pouvez me dire, mais c'est bien les ouvriers quand même qui ont participé directement et massivement à la révolution de 17. Oui, oui, oui. Mais depuis, ils ont été très vite marginalisés par le parti, même si officiellement, ils étaient au pouvoir. Donc, les mouvements ouvriers dans l'Union soviétique, avant Gorbatchev, sont rares, restreints, mal vus par le pouvoir, mais aussi par le reste de la population, et réprimés durement. Il y en a eu quelques-uns hein, sous Khrouchtchev, sous Brejnev, mais encore une fois, c'était rare. Et voilà qu'avec Gorbatchev, en 1989, vous voyez, c'est les années là où il y a tellement de choses qui se passent en URSS, dans les républiques, dans les pays satellites d'Europe de l'Est et dans le monde entier. En 89, il y a Tiananmen, etc. Que les choses bougent. Alors, en effet, le 10 juillet 89, on apprend que dans une mine du Kouzbas, euh, pardon, je veux vérifier quelque chose. Et mon chat me cache mes notes. C'est dur d'avouer cela, n'est-ce pas? euh, Alors, donc, dans le Douzbas, c'est-à-dire au sud de la Sibérie occidentale, près d'une ville, donc au nom difficile pour nous, une ville assez importante, hein, 80 000 habitants au moins, Mejdou-Rechensk. Donc, il y a une très grande, une mine importante, pardon, et là, des milliers d'ouvriers, de mineurs, se mettent en grève pour réclamer une majoration des salaires et un allongement des congés. Bon, ce sont des revendications typiquement ouvrières qui n'ont pas un caractère vraiment politique. Mais très vite, la grève s'étend, passe du Kouzbas à des milliers de distances, de kilomètres, au Donbass, donc le fameux Donbass de l'Ukraine dont on parle beaucoup aujourd'hui. D'autre part, le mouvement va, euh, va se modifier et va créer des choses
qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent dans un mouvement ouvrier en Russie, en Union soviétique. D'abord, un comité, le mouvement va, si vous voulez, acquérir une autonomie, va être marqué par la discipline, tout en ne débordant pas trop sur l'esprit de la perestroïka, donc difficile à réprimer. Alors, les ouvriers du Donbass créent un comité régional de grève. Alors, vous allez me dire, c'est pas anormal. Non, mais en Russie, seul le syndicat officiel, qui était tenu par le Parti communiste, pouvait avoir des initiatives. Donc là, on est déjà en dehors du parti. Ce comité régional de grève, il est élu par tous les ouvriers, hein, et pas par le parti. Donc ce comité régional de grève demande, alors là, on dépasse les revendications catégorielles, il demande l'autonomie complète des entreprises. Alors, ça va dans le sens de la perestroïka, mais Gorbatchev demandait davantage d'autonomie. Là, les ouvriers demandent l'autonomie carrément des entreprises. L'octroi aux travailleurs de choisir quelle serait, qu'est-ce qu'ils souhaitaient comme forme de propriété. Voulait-il que leur usine soit propriété d'État, coopérative, ou pourquoi pas qu'elle passe un bail, hein, et qu'elle soit presque privée par un système de bail. Alors, Gorbatchev est très embêté avec cette grève. D'abord, c'est une grève massive, hein, qui arrête les sources d'énergie fondamentales pour la Russie, mais aussi parce que, je le répète, les revendications des ouvriers ne sont pas en contradiction avec l'esprit de la perestroïka. Elles sont plus radicales, ces revendications, mais elles vont dans le même sens. Donc, Gorbatchev ne peut surtout pas les réprimer. Alors, que fait-il? Eh bien, le 18 juillet, il annonce l'achat de biens de consommation qui seront distribués aux cités ouvrières du Donbass. Il approuve que les ouvriers euh, prennent résolument l'initiative. Il dit que c'est très encourageant et il fait tout pour que les traitements et les conditions de vie soient améliorés. Vous allez me dire, ça se termine bien alors, cette grève. Non. La grève des mineurs du Donbass, Gorbatchev le dira par la suite, c'est l'épreuve la plus considérable, la plus difficile de son mandat. Parce que cette grève marque l'émergence au sein de la société civile d'une force nouvelle, déterminante pour l'accélération du changement. Et cette force nouvelle, ce sont les ouvriers et tous ceux qui se prennent en main en dehors du parti. D'autre part, par cette grève, la classe ouvrière a prouvé sa volonté, sa capacité aussi à briser le carcan du parti-État. Les ouvriers, lors de cette grève, ont su s'autogérer, ont su imposer la reconnaissance implicite du droit de grève. Parce que n'oubliez pas, le droit de grève n'existait pas en Russie, puisqu'on disait les ouvriers sont au pouvoir, ils ne vont pas faire grève contre eux-mêmes. Hein. Bon, mais c'était évidemment, personne n'y croyait. Eh bien, les ouvriers du Donbass ont dit on a le droit de faire grève. Donc, désormais, ça veut dire que à NURS, l'initiative du changement n'émane plus seulement du sommet, la société civile semble prête à prendre son destin en main. Alors, je vais arrêter là et vous donner rendez-vous pour un prochain cours. Je vous remercie de votre attention. Donc, je mets juste pour la prochaine fois, donc, il faudra que je pense à commencer à cet endroit. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.